Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Diana Ouvrard. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Une interview qui, je le rappelle, fait partie de notre nouveau projet Plus proche de vous. La radio, un projet qui est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Diana aujourd'hui ? Ça va bien et toi ? Écoute, moi ça va super, je suis très contente de t'avoir avec nous. On va pouvoir retracer ton parcours de l'enfance, tout ton petit chemin de vie jusqu'à ce poste de directrice générale du labo à Toronto. Alors avant toute chose Diana, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 et nous dire également d'où tu viens et où tu es née ? Ok, c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, mais donc je suis Diana Ouvrard, je suis originaire de France, je suis née en Vendée, à La Roche-sur-Yon, j'ai grandi très proche des Sables-d'Olonne, et puis me voilà à Toronto depuis fin 2018 environ, et puis j'ai fait aussi un aller-retour à Ottawa pendant un an, en 2015. Voilà, très courte intro. Mais c'est bien, comme ça ouvre à plus de questions. Alors, tu disais que tu étais née à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Est-ce que tu te rappelles de bons souvenirs d'enfance ? Alors, quand je dis bons souvenirs, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, mais des souvenirs d'enfance que tu avais quand tu étais là-bas, quand tu étais gamine, quand tu étais petite fille. Ouais, moi je pense que j'ai une enfance... assez hors du commun. Donc, des bons souvenirs, j'en ai plein. Moi, j'ai grandi dans une famille d'accueil toute ma vie avec la même. Donc, quand je parle de ma famille, souvent, c'est de celle-ci que je parle. Les bons souvenirs, le premier qui me vient en tête, c'est l'été. Vu qu'on habitait vraiment pas loin des Sables-d'Olonne et de la plage, c'est de monter avec les cousins et cousines plus que prévu dans une voiture et aller en famille à 9 ou 10 et étaler Dans la même voiture ? Non, là, parce que j'allais dire, là, c'est vraiment beaucoup. 2 voitures, ok, mais arriver sur la plage des Sables-d'Olonne qui est très, très, très touristique et arriver avec que des enfants, un adulte ou 2 pour nous surveiller. Et puis, on s'étalait comme ça, je pense que parmi tous les touristes. Et c'est drôle parce que c'est une plage, encore une fois, hyper touristique. Et pour moi, elle me rappelle que des souvenirs d'enfance. J'y suis hyper attachée et je ne vais jamais à aucune autre plage en Vendée ou sur la côte atlantique. C'est celle-ci ou rien. Celle-ci ou rien. Et du coup, quand tu rentres en France, tu y retournes aussi souvent ? Ah oui, à chaque fois, bien sûr. Obligé. Même si c'est pas la saison d'aller sur la plage ? Ouais. Même si c'est pas la saison, on peut toujours marcher au bord de l'eau. C'est ta Madeleine de Proust à toi, en fait, c'est ça ? Exactement. Nice. Alors justement, on va rester un petit peu dans cette période d'enfance, un peu quand tu es petite et tout. À quoi tu te rêvais quand tu étais petite, Diana ? Est-ce que tu avais déjà un truc dans ta tête en disant « Ok, moi, plus tard, je veux être, maîtresse d'école » ou « Je veux être dans le monde des arts » ou est-ce que dans ta tête, tu te rêvais d'un métier spécifique ? Est-ce que tu te projetais dans une carrière ? Alors que quand on est petite, on se dit tout et rien. Moi, j'avais... avant de savoir que je voulais être journaliste, j'avais plein de trucs. Genre, je crois que j'ai hôtesse de l'air. J'avais un truc comme ça. Okay. Ouais, je trouvais ça cool. Et puis après, il y a vite eu le journalisme. Mais pour certaines personnes, ça met du temps à savoir exactement dans quoi tu veux te projeter. Et je me demandais, toi, Diana, quand tu étais petite, est-ce que tu te projetais à quelque chose ? C'était quoi ton rêve ? Alors moi, j'étais une grande rêveuse. Je suis toujours une très, très grande rêveuse, une grande idéaliste. Et alors des rêves, là, j'en avais... Je pense que chaque jour qui passe, un nouveau rêve. Alors le nombre de métiers que j'ai voulu faire est très, très, très élevé. Bien sûr, j'ai voulu faire maîtresse, j'ai voulu faire hôtesse de l'air. J'ai voulu être journaliste pendant très longtemps. Je pense que c'est celui qui est resté le plus fort et jusqu'à mes études, jusqu'à mon bac. J'ai voulu être... moi, je voulais aussi explorer le monde. Alors, tout métier où on partait à l'aventure, ça me plaisait. Voilà, donc il n'y a pas eu un seul, mais je dirais celui qui est resté souvent, c'était le journalisme. Et ouais, c'est ça. Alors, j'ai regardé un petit peu... ta biographie sur LinkedIn, comme je te disais, pour préparer un petit peu cette entrevue. Et j'ai vu que tu avais fait des études en géographie, héritage et culture.
Ouais. Alors, ça se rejoint un petit peu avec ton envie de voyage, au final, ce truc-là. Oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai fait donc une licence et un master en géographie parce que comme je voulais devenir journaliste, j'ai passé les concours pour entrer dans les écoles et puis j'avais comme tout juste 18 ans, ou je sais même pas, 17 ans et demi, 18 ans là, juste l'année du bac, où j'ai été reçue à l'écrit, mais pas à l'oral. Et donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais en attendant? Bon, ben, géographie, c'était à l'époque une matière que j'aimais beaucoup parce qu'en fait, hyper ouverte, on parle de tout, c'est vraiment une autre perspective du monde et pour moi la plus complète. Donc, je me suis dit, je vais faire ça pendant mes études et puis je repasserai le concours l'an prochain. Puis, je ne l'ai jamais repassé parce que j'aimais l'université, c'était formidable et ce que j'ai découvert dans mes études de géographie me plaisait. Et donc, l'idée du journalisme est petit à petit partie, même si c'est un métier que j'admire énormément. Mais pas pour moi, et j'aime beaucoup ce que je fais. Eh ben, on reviendra un petit peu plus tard à ce que tu fais. Je vais faire un saut un petit peu en arrière et on va lancer cette première chanson de ta liste. C'est une chanson de MC Solar. Le titre, c'est La Belle et le Bad Boy. Alors, est-ce que, Diana, tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce morceau? À quel moment il intervient dans ta vie? Et pourquoi tu as choisi vraiment qu'il fasse partie de cette sélection? Pourquoi il est important, ce son, pour toi? Il est important. En fait, il fallait choisir un morceau. C'est super compliqué. Donc, je voulais absolument mettre MC Solar parce que c'est un des souvenirs que j'ai avec ma maman qui écoutait énormément MC Solar, qui adorait MC Solar. Et donc pour moi, c'est un souvenir très doux, très calme de mon enfance. Et puis je l'ai encore plus écouté, je pense à l'adolescence, peut-être parce qu'il avait sorti l'album 5e As, il me semble, quand j'avais environ 9 ans. Et donc sa manière de s'exprimer, les textes, c'est juste extraordinaire. Pour moi, ça reste un des poètes, c'est un poète contemporain, MC Solar. D'ailleurs, au lycée, notre prof de français nous avait fait étudier un de ses textes. Et puis, je sais qu'il est étudié encore par certains professeurs. Donc, voilà, c'est ça. MC Solar, c'est avec beaucoup de bienveillance et comme être dans un sofa quand j'écoute MC Solar. Ils s'étaient rencontrés sur les bancs de l'école, entre une heure de colle, de maths ou un cours d'espagnol. C'était une fille fun, fanat de football. Lui ne craignait pas les balles, c'était le goal. Ce qu'il lui promettait, c'était des balades en corvette. Pour l'instant en survette, il volait des mobilettes. Mais entre eux c'était toujours complicité. Escale sur un piédestal, un rêve délimité. S'il devenait triangle, elle serait rectangle. La belle et le bad boy, le triangle rectangle. C'est comme passer de Jodassin à Jodeci. Un vrai truc de ouf, style pur, clip de R&B. Elle vit le grand amour qui commence dans la cour, se poursuit dans les tours et rime toujours avec toujours. Mais le contexte est plus fort que le concept. Son mec se jette dans des flammes et il se lave avec les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. Alors, c'était La Belle et le Bad Boy de MC Solar. Donc, un morceau qui est sorti il y a plus d'une quinzaine d'années à peu près, un truc comme ça, ouais. Je pense, oui. Ok, c'est marrant parce que quand tu écoutes les textes, eh ben, ça a du sens en fait. C'est pour ça que cette notion un peu de poète, un peu des temps modernes au final, c'est un peu ça et ça se transporte alors que la chanson, elle a bien plus que... Enfin, il y a des chansons comme ça qui traversent le temps et les textes, ils ont toujours un peu cette même importance, je trouve, et je trouve que ça... C'est pas mal, je la connaissais pas celle-là, donc plutôt merci. Donc du coup, on va remonter un petit peu, on passe à cette période un petit peu où tu choisis de faire des études en géographie. À ce moment-là, est-ce que tu savais vers quoi tu allais te tourner? Parce que justement, tu disais que la géographie, c'était cool parce que c'était assez divers, assez
pluridisciplinaire. En tout cas, ça t'ouvrait sur plein de trucs différents. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, OK, je sais plus ou moins vers quoi je vais me tourner, ou ton but, c'était juste de trouver un boulot à l'étranger et de partir quelque part? Ouais, non. Quand je suis rentrée à l'université, là, en fac de géo, alors là, aucune idée de ce que je voulais faire. Comme je disais, l'idée, c'était directement, au bout d'un an, d'aller repasser le concours de journalisme. Et puis au final, c'est un autre univers, hein, la fac, quand Ouais. 18 ans, on sort du lycée. Moi, j'ai grandi justement en milieu rural. Là, j'étais à Nantes. Donc c'était la grande liberté. Pour moi, les 18 ans, c'est vraiment un cap. grand passage Ouais. dans ma vie. Ouais, où enfin j'étais libre. Et donc, ce sont beaucoup de rencontres qui ont fait que non, une première année, bon ok, on va faire la deuxième, et puis on va faire la troisième année, et puis la troisième année, ce qui me plaisait particulièrement, en fait, c'était... c'est drôle, hein, parce que c'était la cartographie, énormément. Vraiment, les représentations des espaces, c'était passionnant. Mais c'est vrai que moi, j'avais fait un bac littéraire, donc je n'avais pas de bagage scientifique et surtout pas de bagage mathématique. Et puis à un moment donné, en fait, la géographie, on va avoir beaucoup de sciences dures aussi dedans. Donc là, j'ai senti un décalage. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans la géographie, c'était par exemple les parcs naturels. Comment on fait en sorte de protéger un espace. Et alors ça a commencé par les parcs naturels auxquels j'étais très sensible, enfin, des zones, soit pour préserver des espèces végétales, animales. Et puis après, en fait, ça pouvait aussi se transformer. C'est ce que j'ai fait en master, pardon. Ça se transforme en fait, comment tu protèges un bâtiment historique. Donc en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup le patrimoine architectural C'est très important. Ouais. c'est hyper important, et puis ça fait partie des politiques publiques. Et puis après, il y avait aussi, mais comment tu fais pour protéger des cultures, ce qui est non Matérialisé. matériel, donc c'est le patrimoine immatériel. Et c'est là, je pense qu'il y a un lien qui s'est fait vers le monde des arts, mais les arts après m'avaient toujours accompagnée dans ma vie, mais c'est un peu ça. Parce que le parcours de la géographie à l'art, c'est clair et net que c'est vraiment assez étonnant. Mais aujourd'hui, je viens d'accueillir dans mon travail une artiste en résidence qui a elle-même aussi un bagage éducatif en géographie, comme moi. Ah Et ouais, même je vois. plus, même en PhD. Donc, comme quoi, je ne suis pas la seule. Et justement, à quel moment, du coup, le monde des arts rentre dans ta vie et c'est plus ça où tu te dis, OK, il y a peut-être un truc réellement à faire là-dedans et c'est vraiment dans ça que j'aimerais me tourner. Parce qu'en préparant l'interview, j'ai vu que t'as pas fait des études d'art à Paris, t'es pas monté à Paris après? J'ai fait mon master à Paris. D'accord. Et puis, c'était un master en apprentissage. Parce qu'à l'époque, j'avais plus d'argent. J'avais eu des bourses pendant ma licence. Et justement, pour toutes les raisons familiales, donc moi j'avais le droit aux bourses maximum, mais un jour l'État te dit ok, waouh, super, tu te débrouilles bien, bon ben t'as plus besoin de nous. Donc là, il fallait absolument travailler parce que j'étais vraiment avec des ressources financières propres, donc il fallait que je travaille. Donc le seul moyen, c'était de continuer ces études en faisant un apprentissage. Donc en alternance, en fait, c'est ça. En alternance, c'est ça. Et donc là, il y a très peu de formation en alternance à ce niveau d'études-là, en master. Et donc, le seul qu'il y avait, c'était à Cergy-Pontoise, en banlieue de Paris. Moi, je connais très bien parce que je viens du 95, donc je connais très bien. Ok. Voilà. Donc c'est là où le master, en fait, qui proposait l'apprentissage, c'était en valorisation des patrimoines. Et je me souviens plus, c'était quoi le début de ta question? Je crois que j'ai pas bien répondu. La question, c'était comment après l'art intervient dans ta vie, en fait. Ah oui. C'est drôle parce que ma mère avait toujours un intérêt, en tout cas pour la littérature et je pense pour les arts en général. Donc le peu qu'on
qu'on interagissait. C'est quelque chose qui m'a marqué enfant. Et puis après, la famille dans laquelle j'ai grandi et été élevée, le théâtre. Le théâtre faisait beaucoup partie de la vie et vraiment le spectacle vivant. Et en fait, alors très vite enfant, j'ai vraiment associé, je pense, le monde donc, du spectacle vivant avec ici ce qu'on appelle la communauté. Et j'allais dire, en France, moi, c'était plutôt le bénévolat et le fait d'être en milieu rural, que c'est quelque chose qui rassemble les gens, que tout le monde vient voir le cirque quand ils viennent en ville. Voilà, tout le monde vient voir la troupe qui a préparé pendant 1 an son spectacle. Et puis ça m'a toujours accompagnée. Et aujourd'hui, j'ai peut-être eu... je ne me rendais même pas compte, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment ça qui m'a totalement imprégnée parce que ici, on parle beaucoup de travail en communauté. Donc, je travaille avec les francophones à Toronto et c'est ça, en fait. Je retrouve ce lien quand je rentre en France, en Vendée. J'ai l'impression, en fait, qu'on a des expériences similaires à 40 ans de différence. Et moi, vivant dans une énorme ville et eux, vivant dans le milieu rural. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment apporter un plus à la communauté. Et puis l'art, ça fait partie de ma vie aussi et par le fait que c'est peut-être je crois, un des seuls espaces mentaux où on peut tellement se perdre, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'art, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de limite à l'art. Et on vit tous dans des sociétés hyper... avec des règles, des contraintes partout. Et pour moi, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. C'est vraiment ce qui me permet vraiment de respirer. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait de nous notre humanité la plus profonde entre toutes les espèces. L'être humain est quand même une espèce animale. Et ce qui nous différencie, c'est peut-être bien l'art, en fait. Mais c'est une question. C'est un peu ce que je pense, mais c'est aussi une question. C'est pas une réponse... Mais toi qui aimais du coup l'art de la scène, les trucs un petit peu comme ça, est-ce que tu t'es toi-même prêté à l'exercice? Est-ce que t'as jamais voulu faire du théâtre? Mais pourquoi pas? J'ai fait du théâtre 1 ou 2 années quand j'étais adolescente. Oh là là, j'étais très timide. Je le suis toujours très timide. Et on m'a dit, ok, allez, on va t'inscrire au théâtre, comme ça tu vas voir, ça va te... Non, toujours aussi timide, horrible exercice. Je me souviens même, vraiment mon cerveau a comme effacé, je me souviens même pas qu'est-ce qu'on avait fait. Mais par contre, l'intrigue, qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses? Ça. Ma tante qui m'a élevée a beaucoup monté sur scène quand j'étais petite. Et pour moi, c'est vraiment des souvenirs extraordinaires. Je me souviens d'aller avec elle aux répétitions. Peut-être c'est même pas arrivé tant de fois, mais comme ça m'a vraiment marqué. Et par exemple, la trappe, je me souviens un peu comment ça s'appelle, la trappe au théâtre. Ouais. Je sais pas, je saurais pas te dire, mais... C'est quelque chose avec souffle. Enfin bref, je ne sais plus, mais... Oh là là, c'était génial, aller dans les loges où ils se préparent, où ils se maquillent. Ah là, tout ce qui est derrière, extraordinaire. La personne qui fait la prise d'image aussi pendant les répétitions ou générales ou pendant la première, extraordinaire. Donc c'était plus imprégné par la magie des backstage, comme on dit, que par le devant de la scène en tant que tel. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, donc, tu es à Paris. Et puis, à quel moment, du coup, tu décides de partir à l'étranger? Est-ce que tu as déjà eu un poste en France? Parce qu'après tes études à Cergy, Pontoise, tout ça, ça se termine. Est-ce que tu as voulu travailler en France ou tu t'es dit, allez, c'est bon, je vais voir si l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs et je m'envole? Quand je suis arrivée en master à Paris, et donc je devais le faire en apprentissage, parce que là, c'était une question de survie. De survie financière, ouais. Voilà. Donc on avait, je me souviens à la fac, ils nous donnaient des petites listes là, d'entreprises, d'associations qui pouvaient plus ou moins nous s'intéresser à notre profil. J'avais postulé partout, et puis il y avait plein de choses aussi qui m'intéressaient pas, et c'était un peu me trahir que d'aller là-bas. Alors j'y allais
Je me souviens même plus si je postulais vraiment. Et puis un jour, je pense que, ouais, en discutant avec ma famille, je me suis dit, ok, allez, prends ton courage à deux mains et puis postule, quoi, un peu partout, n'importe où. Même, il y a énormément d'offres de stage. Postule et dis, sois sincère, quoi. Dis tout de suite, écoutez, moi j'adore votre offre de stage, mais je vous propose une alternance pendant 2 ans. Je me souviens, je pense que j'ai reçu pas mal de refus, bien entendu. Et encore, je dis des refus, en fait, beaucoup de rien, de non-réponse. De non-réponse, ouais, c'est ça. Et puis un jour, il y a Vincent Rouche, un metteur en scène de la compagnie du moment, qui m'a répondu en me disant, ok, j'aimerais bien te rencontrer. Il m'a dit, moi, j'ai jamais entendu parler, il savait très bien ce que c'était l'alternance, mais jamais pensé que ça pouvait arriver dans ce domaine. Et j'arrivais avec vraiment une licence de géographie, en venant du milieu rural, encore une fois en France, pas du tout du milieu parisien. Avec moi, le théâtre, c'était quelque chose vraiment dans le milieu rural, associatif, pas professionnel, quoi, pas le monde professionnel. Et Vincent m'a dit, écoute, ouais, moi j'ai envie de prendre cette aventure avec toi et viens, quoi. On va y arriver tous les deux. Et c'est des gens comme ça qui changent une vie. Il a changé ma vie. Et ouais, il a changé ma vie. C'est extraordinaire. C'est tellement de générosité en un être humain qui croit en toi. Mais je sais même pas si c'est croire en l'être humain, quoi. C'est pas parce qu'on fait pas les bonnes études, la bonne école, le bon nom, l'école privée, ou le milieu parisien, ou je ne sais quoi, ou ton milieu social. Pas du tout, c'est juste une connexion entre deux êtres humains. Est-ce que tu sens que la personne, elle est sincère ? Et vraiment, c'est ce qu'il y a eu avec Vincent, extraordinaire. J'ai appris 1000 milliards de choses, vraiment 1000 milliards de choses, et d'une générosité vraiment incroyable. Et donc, on a travaillé 2 ans et demi, 3 ans ensemble. Et toi, du coup, c'était quoi ton poste à ce moment-là ? J'ai commencé comme chargée de diffusion. Donc chargée de diffusion, c'est pour essayer de vendre les spectacles. Et à l'époque, il n'y avait même pas de spectacle en vente. Alors c'était vraiment juste... on faisait de la formation, ils continuent d'ailleurs toujours de faire de la formation aux acteurs professionnels. Et donc après, j'ai fait beaucoup de production. Au final, c'était beaucoup plus de production. Et puis de l'administration. Et puis ça a duré comme 2 ans, le temps du master. Et puis c'était tellement formidable. Ok, on continue, mais en France, on continue sous quel statut ? Donc commencer un peu les joies de l'intermittence. Donc j'ai jamais eu le statut d'intermittence, mais j'avais tout commencé. Et puis pendant mes études, mes 5 ans d'études, c'est vrai que je me suis liée d'amitié avec beaucoup de gens qui ont tous plus ou moins eu l'occasion de partir en Erasmus, par exemple. Et c'est quelque chose, moi, depuis enfant, qui voulait explorer le monde, j'étais waouh, génial, mais encore une fois, ça me paraissait pas plausible, financièrement parlant, parce que, ouais. Parce que ça demande des frais, une organisation, il faut tout quitter pour tout refaire d'un autre côté. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours 2, 3, 4 coups d'avance. Et là, j'arrivais pas à avoir ces coups d'avance. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas pour moi. Puis, c'était une belle aventure parisienne avec la compagnie du moment. Et puis un jour, une amie, je pense que c'est par une amie de justement que j'ai rencontrée à Cergy-Pontoise, une amie de Paris, qui, elle, est partie au Québec. Et puis elle m'a dit, comme ça, je trouvais ça génial qu'elle parte au Québec. Alors elle m'avait dit, oh mais écoute, moi je suis passée par un organisme. Ok, j'ai commencé à regarder l'organisme. Et puis mon grand rêve, moi, c'était un jour j'irai habiter à New York. Ouais, on l'a tous eu celui-là. Voilà. Ouais. Et donc après, je me souviens vraiment être sur une carte et me dire, bon, New York, c'est pas réaliste, on va pas y arriver, tu peux pas rentrer dans le pays comme ça. Bon, le Canada, du coup, c'est pas trop loin. Et je me suis vraiment dit, Montréal, ouais, Ottawa, ok. Et puis, j'avais vu par l'organisme dont elle me parle, ça s'appelle l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui permet en fait c'est ça, vraiment de partir pendant au moins 6 mois, quoi. Normalement au Québec, mais en fait...
ils envoient aussi en Ontario. Et puis c'est là où je suis tombée dans les arts visuels parce qu'il y avait un centre d'artistes à Ottawa qui cherchait quelqu'un. Et puis voilà, j'ai postulé en me disant, ok, c'est peut-être maintenant ou jamais. Il y a peu de chances que je l'ai. Allez, je le fais. Et puis j'ai été prise. Et t'as postulé sans y croire vraiment au final? Toujours sans y croire. Toujours avec grande volonté. Je fais vraiment les choses vraiment 100%. Parce que t'as envie, ouais. Mais t'as par peur contre, Enfin, tu te projettes pas non plus parce que t'as non. peur qu'on te Ah non, réponde pas. je veux pas me projeter. Non. Donc c'est ça, des rêves, mais après, ils se réalisent. Des rêves, Plus mais ou les pieds moins. sur terre, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai été prise. Et puis là, c'était le départ d'une autre aventure et encore une fois, une autre rencontre, cette fois avec Shala Barami, qui est la directrice du Centre d'artistes voix visuelle à Ottawa. Et puis pareil, hein, comme l'a été Vincent Rouche au tout début de ma vie adulte, Shala Barami, elle a apporté aussi quelque chose d'extraordinaire. Si je ne l'avais pas rencontrée, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais même pas au Canada. Je pense que tu serais rentrée pour de bon. Ouais, Ah bah de toute façon, je tu ne serais serais pas déjà partie, partie, mais déjà, peut-être déjà, que ça. je serais rentrée, je ne sais pas, mais c'est par sa générosité, son parcours hyper inspirant, par sa sincérité, l'authenticité. Je pense que c'est par là que... Ouais, c'est... En fait, c'est fou de se dire à quel point, pour ma part en tout cas, mais je pense ça quand même dans la vie en général, que les rencontres en fait ont un poids mais énorme de driver ta vie. Hein. Ouais, Vraiment. Hein. ça peut Demain, être on peut source de croiser dissuasion. quelqu'un dans la rue et puis notre vie, elle va switcher. Hein. Enfin, moi en tout cas, je me laisse beaucoup influencer aussi par ça. Hein. C'est vrai que beaucoup. C'est peut-être l'instinct. Des fois, tu sens à l'instinct qu'il y a quelqu'un qui va changer ta vie ou pas. Ou tu t'en rends compte après. Mais c'est ça l'idée. Et du coup, ce départ pour Ottawa, c'était quelle année? 2015. 2015. Donc j'avais 24 ans. Donc avec un visa fermé, on en parlait un petit peu hors antenne d'un point de vue administratif, c'était un visa fermé, pas un PVT comme la plupart des Français qui arrivent. Non, c'était un visa fermé avec le Centre d'artistes voix visuelle Ottawa, 1 an. Ou 10 mois, je me souviens plus exactement. Alors maintenant qu'on est arrivé dans cette période du Canada, je vais lancer justement la deuxième chanson de ta playlist. C'est une chanson de l'artiste qui s'appelle Loud, en featuring avec Charlotte Cardin d'ailleurs, et la chanson s'appelle Sometimes All the Time. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson? Parce elle date pas de 2015 pour le coup, je crois qu'elle est bien plus, c'est genre 2020, un truc comme ça, je pense. Ouais. Mais pourquoi elle fait partie de cette playlist? Pourquoi tu avais envie justement de marquer un truc en mode canadien, en mode j'arrive au Canada? Parce que quand je t'ai demandé de faire la liste, tu l'as fait très méthodiquement, d'ailleurs j'ai apprécié, parce que c'était bien expliqué à quelle période de ta vie correspondaient ces chansons-là et tout. Et puis tu as dit pour le Canada, c'est celle-là. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi celle-là? En fait, pour le Canada, c'était Loud, j'avais envie de le mettre. J'aime beaucoup cet artiste. Cette chanson en particulier, je la trouve vraiment très belle. Et en fait, Loud, c'est un artiste qui est très très reconnu, très reconnu, je ne sais pas en France, mais en tout cas à Nantes. Il est déjà venu plusieurs fois en concert, moi j'ai déjà vu plusieurs fois en concert, et donc c'est comme il y a une sorte de connexion. C'est et cool. donc c'est pour ça aussi qu'il me fait beaucoup penser au Canada, et pourtant il est québécois, donc c'est vrai, moi j'ai toujours vécu en Ontario, je tiens à dire, jamais vécu au Québec, donc c'est la petite différence, parce qu'on est à Choc FM, on met que des artistes francophones, sinon j'aurais eu un autre choix peut-être, mais voilà, Loud, c'est vraiment toujours un plaisir de l'écouter, et je sais pas, il y a une sorte de... Quand moi je l'écoute, je me fais waouh, c'est vrai que je suis partie en fait, genre rien m'obligeait, c'est moi un jour j'ai décidé de partir au Canada. C'est toujours un peu dans ce truc un peu urbain aussi, parce qu'on a eu le premier extrait, c'est MC Solar, oui. Là c'est Loud, pour ceux qui connaissent pas Loud, c'est un artiste urbain, québécois, très connu. Je savais pas qu'il était connu en France, mais s'il est venu plusieurs fois à Nantes, c'est qu'il a un public aussi en France. Mais du coup, ouais, très très urbain en fait, Diana, cette playlist pour le moment. Pour le moment.
Ouais, c'est vrai que ça va changer un petit peu après. Alors, on va écouter un extrait de cette chanson Sometimes All the Time de Loud en featuring avec Charlotte Cardin. Je sais, je t'écris un peu tard, j'ai manqué l'appel. C'est pas comment entendre ta voix, mais je te l'envoie pareil. Quoi neuf ces jours-ci, c'est quoi ta routine? Moi pas grand-chose, I've been selling out shows, puis je curve les groupies. À part de ça, j'essaie de garder la forme. J'essaie de trouver le temps sur la route pour travailler l'album. Des fois je m'ennuie de ton énergie quand ça veut jouer les alphas. Tu sais, j'ai grandi entouré de femmes fortes. That's just where I'm from, j'ai déjà toutes les statuettes. J'ai pas besoin d'une trophy girl, j'ai pas besoin de personne à mes côtés pour faire bonne figure. J'ai besoin d'une ride or die, skip le radotage, split le profit girl. Sex in the morning, then let's have coffee girl. Virgule, je sais pas si tu dors, j'ai pris une chance, mais tu sais que si un jour t'as besoin, j'atterris d'urgence. Tu sais que t'as jamais à t'en faire avec ces figurantes, t'as quelque chose qu'ils pourront jamais figure out. Do you think about me sometimes? Even though I'm never home all the time. Do you think about me sometimes? À l'autre bout du monde, il ne manque que toi, au milieu de nulle part, dans un lobby d'hôtel. J'ai parti gagner ma vie, je sais que tu vis la tienne. Do you think about me sometimes? 'Cause sometimes I think about you all the time, all the time. Do you think about me sometimes? Do you miss me now that you're all alone? Once your party cools down, call your girl back home. It don't seem right that I can only reach you when you decide. Baby, I know you got time. Je pense à toi tout le temps, mais on the side, all my calls are declined. You know I'd rather taste you than FaceTime. Au milieu de nulle part, dans un lobby d'hôtel. Une fille te charme, tu flirtes avec elle. Do you think about me sometimes? 'Cause sometimes I think about you all the time, all the time. Waouh! Franchement, Charlotte Cardin, elle me donne des frissons tout le temps, en fait. Je trouve qu'elle a une voix incroyable. Et elle chante très souvent en anglais. Enfin, la plupart même de ses chansons sont en anglais. Mais là, ça fait plaisir de l'entendre parler en français, en fait. Et franchement, merci parce que je pense que je suis passée au travers de cette chanson. Et je vais la garder pour moi. Je vais garder la page ouverte. Et en plus, je respecte ton choix parce que Diana, avant l'interview, m'a quand même dit « Ah, tu vas passer que des courts extraits ?» Parce que moi, j'ai quand même choisi une bonne playlist pour faire écouter aux gens. Donc, du coup, on va revenir sur ta vie et le fil de ta vie. Donc, du coup, 2015, tu profites de ce visa fermé pendant 10 mois, 1 an à peu près, voilà. Mais après, le visa se termine. Alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu décides de revenir au pays? Ou est-ce que tu décides justement de rester au Canada et de t'enraciner un petit peu plus ici? Pour des raisons administratives, mais pas que. De toute façon, on est obligé. Hein, quand on n'a plus de visa, on est obligé de rentrer. Donc, rentrer en France, justement à Nantes. Et puis, en fait... à Nantes et pas à Paris? Non, parce que moi, ma famille est de Vendée. Alors, j'ai passé que 2 ans de ma vie à Paris, hein. C'est peu au final surtout. Donc, non, je voulais rentrer en France, à Nantes. Ouais. Aussi parce que j'ai rencontré quelqu'un à Ottawa, un Français qui venait de Nantes. Donc, oui. Et ça se terminait, nos visas se terminaient en même temps. Donc, c'était vraiment tout parfait, tout s'est bien... Les planètes se sont alignées, quoi. Exactement. Et donc, me voici de retour à Nantes. Et puis là, ça a été hyper compliqué. Parce que autant à Ottawa, en fait, en 1 an, c'était vraiment la première fois de ma vie que je sortais de France, hein, que j'allais faire une expérience, c'est-à-dire un autre mode de pensée, une autre manière de travailler. Un autre continent, plein de trucs, en fait. Et puis, nouveau. comme tu dis, c'est nouveau aussi pour toi qui venais d'un endroit rural, petit. Ok, tu avais goûté aux joies de la vie parisienne. Bon, je remets le contexte, c'était Cergy-Pontoise, je viens de là. Oui, mais j'habitais à Paris. Ah, t'habitais à Paris? Oui, parce que je me suis promis que jamais j'irais habiter là-bas. T'as bien Voilà, fait. c'était trop dur. Ouais, je comprends. Mais du coup, là, tu t'étais dans une super grande ville.
Quand bien même Ottawa, c'est pas comme Toronto, c'est un petit peu différent, tout ce qui est entertainment, la vie, la night, trucs comme ça. Mais voilà, quand même, par rapport à Nantes, il y avait quand même, à mon avis, des gros changements quand même. Oui, c'est ça, des gros changements. Mais c'est surtout, est-ce que c'est parce que j'étais nouvelle à Ottawa ou le goût de la nouveauté, mais tout, on dirait que tout ce que je touchais, ça se transformait en or, quoi. Tout, c'était vraiment, je crois qu'il n'y avait pas une semaine sans un truc vraiment extraordinaire. Et puis, quand je suis rentrée à Nantes, en fait, trouver du travail, l'horreur. Ouais. Mais l'horreur. Et voilà, et comme en France, le CV, c'est par rapport aux études. Donc, j'ai quand même un niveau d'études qui devait être pris en considération. Mais au final, qui coûtait trop cher pour les gens. Donc, c'était hyper compliqué. Et ça a été que des noms, que des noms. Et genre, je me souviens... être vraiment en colère en disant mais pour qui vous vous prenez à dire non en fait, enfin, vous m'avez même pas rencontré, et moi qui jusque-là avait fait que des rencontres justement de fous qui ont changé ma vie et profondément parce que je croyais en ces personnes et je crois toujours en elles et en leurs projets et leurs idées, et là j'étais juste ok, sur un bout de papier vous jugez que vous avez même pas envie de me rencontrer. Alors là c'est vrai que ça m'avait mis beaucoup en colère. Alors, c'était difficile comme ça de rentrer et t'as l'impression vraiment de vivre un échec. Et puis un retour en arrière aussi, parce que t'avais l'impression de... Jusqu'à présent, ça s'enchaîne plutôt bien, donc t'avances plutôt vite dans ta vie. Et puis à un moment donné, bah, t'as l'impression que les planètes, pour le coup, elles s'alignent plus. Là. Ah oui, elles s'alignent plus du tout. Qu'est-ce qui se passe là? Jusqu'à présent, ça se passait bien. Et puis aussi, en France, que ça dépend de ton nom, ça dépend de ton CV, ça dépend de plein de trucs. Et puis... c'est aussi qu'il y a ce truc de, faut trouver un CDI, un CDD, il y a ces trucs-là. Pour les auditeurs de Choc FM qui ne sont pas très familiers avec ça, un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. C'est le Graal en France. C'est avec ça que tu trouves un appartement, c'est avec ça que tu peux demander des crédits XY. Après, en dessous, tu as son cousin un peu moins sympa, mais le CDD, donc le contrat à durée déterminée, mais en fonction de la durée, il peut être plutôt l'intermittence. Cool. Et après, voilà, tu as l'intermittence et tous les petits contrats à la petite semaine, entre guillemets, quoi. Les trucs qui... C'est dur de s'intégrer, c'est dur d'avoir une vie à côté de ça, parce qu'il faut avoir un toit sur la tête à un moment donné. Oui, donc, c'est ça. Mais c'est ça, donc ça a été les 6 premiers mois, peut-être même un peu plus, vraiment compliqué. C'est ça, un retour en arrière, l'impression de plus, de pas avoir de valeur. Et puis j'ai fini par décrocher tout de même un travail qui a été... oh là là, celui-ci m'a vraiment emmené, il a testé des limites, quoi. J'ai trouvé un travail dans un festival de musique, donc le Dub Camp Festival, qui est un gros festival français et un des plus gros festivals européens de dub. Et donc, ça se passe au mois de juillet, pareil, autour de Nantes. Et puis là, moi, j'arrivais, c'était une création de poste. Et voilà, donc là, de l'événementiel. Donc moi, j'ai travaillé dans le théâtre, ok, l'événementiel, dans les arts visuels, donc avec ce système d'exposition, un lieu de diffusion. Mais là, un festival sur 4 jours où tu accueilles, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense comme presque, 30 000 entrées, c'est autre chose. Ouais, là, c'est plus sport. C'est autre chose, c'est sport. Et voilà, donc ça a été aussi une expérience waouh. C'est quoi ton meilleur moment de cette période de vie là, de ce job en fait, qui au final t'as galéré pour trouver un boulot, mais tu vois comme quoi des fois l'attente ça apporte cette fameuse résilience et on apprécie encore 10 fois plus les trucs, tu vois. Du coup, si tu veux garder un souvenir ou deux de ce job là pendant ce festival, qu'est-ce que ce serait? Encore une fois, les rencontres, je pense avec mes collègues, quoi. Se dire qu'à l'année on était 5. Et de voir mais les gens tellement heureux, et genre je me souviens à quel point des fois c'était compliqué, vraiment on se dit comment on va faire, et c'est vraiment encore une fois c'est vraiment mes collègues de travail extraordinaires, vraiment on est tous différents, on n'a pas forcément la même manière de fonctionner, parfois on peut vraiment s'engueuler, ça c'est sûr, mais en fait on est là pour la même chose. Et surtout,
ouais, encore une fois, j'ai tendance à croire, ouais, mais si on est là ensemble au même moment, C'est que vous êtes impliqués pour le même truc, quoi. ouais, il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est ça. Et puis après, c'est drôle parce que donc moi, je suis pas, je n'écoute pas ce genre de musique. Moi, je peux le constater par rapport à ta playlist. C'est vrai que Voilà, c'est pas tout très à dub. fait. Et j'écoute pas ce genre de musique. Et en fait, avec le recul, maintenant, je me rends compte qu'on a accueilli des très, très, très grands noms de la scène reggae dub. Et quand je racontais ça, par exemple, à mon frère, c'était vraiment genre, oh my god, c'est pas vrai. Mais... Et moi, je me rendais pas du tout compte. Alors, c'est très, très pratique, hein, parce que moi, je me rendais pas du tout compte. Mais des souvenirs assez fous, c'est par exemple devoir appeler des ambassades, justement, bon, UK, mais Jamaïque, Canada, pour faire venir les artistes. Et puis, parfois, prendre des rendez-vous parce que la France les systèmes de prise de rendez-vous dans les ambassades françaises a changé. Et en fait, un des moments les plus drôles, c'est qu'avec ma collègue qui était en stage avec moi et qui m'a remplacée quand je suis partie, on devait faire des rendez-vous avec les ambassades pour obtenir des visas pour les artistes. Et puis, tout ça, c'est des calendriers en ligne. Et en fait, c'est vraiment... c'est juste un calendrier. Et où est-ce que tu prends rendez-vous? Ben, c'est partout dans le monde. C'est toutes les ambassades, partout dans le monde. Donc, un jour, je pense qu'on avait réservé en Biélorussie le rendez-vous. Je sais pas, rien à voir, quoi. C'était, voilà, ce genre de bons souvenirs. Et puis aussi, c'est toujours un festival avec... voilà, mon collègue, je suis désolée, mais je sais plus combien de bénévoles, mais genre, c'est le nombre, on dirait, c'est un festival dans le festival. Et voir tous ces gens qui sont là parce qu'ils aiment le projet et tout, c'est vraiment quelque chose de très beau. Genre, ça, c'est waouh. Tu dis, waouh, ok, l'être humain, il fait des très chouettes choses aussi. Quand il veut s'y mettre, ouais. Ouais. On va parler d'autres êtres humains qui font de très chouettes choses. C'est le 3e extrait de ta chanson, enfin de ta sélection musicale. La chanson s'appelle Manitou Mani, je le dis bien parce que d'ailleurs j'ai bugué complet. C'est une chanson avec plein d'artistes, dont M, Fatoumata Diawara, Sidiki Diabaté. Bref, est-ce que tu peux nous parler de cette chanson? Comment elle intervient dans ta vie? Pourquoi tu voulais qu'elle fasse partie de ta sélection musicale, Diana? C'est drôle parce que cette chanson, elle date pas mal de cette période. Et, ouais, c'est il y a 6 ans à peu près, ouais. 2017. Oui, c'est ça. Et travaillant, un autre bon souvenir, mais qui me fait sourire et qui me fait penser à cette chanson, c'est vraiment, en fait, parmi les salariés, en fait, on est plusieurs à pas du tout écouter reggae et dub. Et donc, on se mettait des playlists à fond de rap, de Véronique Sanson, de France Gall, de M. Et en fait, tout et rien à voir. Et à chaque fois, on rigolait parce qu'on était, oh là là, si les festivaliers, ils savaient ce qu'on écoute pendant nos heures de travail, s'ils savaient... voilà. Donc, ça fait partie de ça. Et en fait, l'album de M, et j'ai oublié le nom de l'album, justement, où cette musique est... Malien. Ouais. L'album malien de M. C'est ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est extraordinaire. C'est, pour moi, il a travaillé en collaboration vraiment avec des artistes de continent africain, je crois beaucoup du Mali. J'ai découvert la kora. Enfin, j'ai redécouvert la kora, qui, je pense, est mon instrument de musique préféré. Enfin, genre, comme je peux pleurer tellement c'est beau. Ça te touche, ouais. Ça me touche. Et vraiment, c'est extraordinaire le travail qu'il a fait et les lives. Et vraiment, qu'est-ce que j'aurais aimé voir des concerts ou une tournée avec tous ces artistes. Fatoumata Diawara, pareil. Oh là là, la voix, genre comme... Là, pour moi, ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors, c'est ça. Eh ben, on va écouter tout de suite ce chef-d'œuvre, Manitou Mani, tout de suite sur les ondes de choc.
parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité. J'entends dans ta cora l'enfant qui part en guerre. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. Même si j'entends aussi le rage s'éloigner, nos ivresses apaisées, la vie illimitée. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies. C'était très beau, moi ça m'a donné des frissons encore cette histoire-là. Merci, je la connaissais pas non plus cette chanson, mais ça donne envie de voyage. Je sais pas pourquoi, moi ça m'appelle aux grands espaces un petit peu cette chanson et ouais, non c'est cool, j'aime bien M, mais celle-là j'avoue je suis passée encore à travers. Moi je passe à travers de plein de trucs, voilà. Mais merci Diana, c'était vraiment cool pour ce truc-là. Du coup on parle de la suite un petit peu de ta vie, donc ce boulot-là avec ce festival de dub et tout, est-ce que tu continues? Est-ce que tu t'arrêtes? Parce que moi, je sais que normalement, il y a un retour au Canada après. Ouais. Ouais, alors comment ça s'enchaîne un petit peu tout ça? En fait, quand je suis rentrée en 2016 en France, et dans cette période où c'était difficile, en fait, très vite, je me suis dit, non, mais je crois qu'en fait, le Canada, c'était vraiment tellement extraordinaire et une sorte de liberté. Je fais, ok, moi, je vais y retourner. Je vais y retourner. Mais je vais y retourner, donc ok, moi, je vais appliquer pour faire un permis vacances-travail. Donc le fameux PVT, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, qui est une loterie. Et je me suis dit, de toute façon, il y a des milliers de gens qui font la loterie. Certainement, je ne vais pas l'avoir. Donc j'ai fait la loterie et puis en même temps, j'ai appliqué pour le job que j'ai eu au festival. Et voilà. Et puis, est-ce que je l'ai fait une fois, deux fois? En vrai, je ne me souviens plus. Et puis, au final, j'ai été tirée au sort. Donc là, c'était la grande aventure. Et quand je vivais à Ottawa, je suis venue à Toronto. 2 fois. La première fois, c'était le jour des attentats de Paris. Où je l'ai su dans un taxi dans le centre-ville de Toronto. Horrible, donc ça m'a vraiment fortement marquée. Et oui, tu vois, je suis obligée de me rappeler, ça m'a vraiment fortement marquée, tu vois, mais c'est aussi jour où, waouh, Toronto, moi qui adorais New York, où j'étais déjà allée plusieurs fois, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est la grande ville, on dirait sa petite sœur. Ouais, clairement. Et le fait qu'il y ait le lac, et là, j'ai fait, ok, en fait, moi, je veux aller vivre à Toronto. Et voilà. Donc, quand je suis rentrée en France et que j'ai appliqué à la loterie là, pour le PVT, je savais que de toute façon, c'était pour retourner.
à Toronto. Toronto. Enfin, retourner. En tout cas, aller à Retourner Toronto. au Canada, mais pour aller à Toronto cette fois-ci. Exactement. Et alors, du coup, tu arrives à Toronto. Comment ça se passe? Parce que du coup, autant Ottawa, tu avais quelques pistes, Enfin, tu avais déjà vécu, donc tu avais déjà 2-3 familiarités. Enfin, tu savais un petit peu vers où te retourner et tout. Là, Toronto, c'est brand new, comme on dit en bon français. C'était tout neuf, tout neuf. Comment ça se passe? Et puis, comment tu arrives à justement être la directrice générale du labo quelques années plus tard? Ça, c'est fou. Non, mais je suis arrivée à Toronto et puis j'ai commencé par un petit boulot comme on peut trouver. J'ai commencé par l'Alliance française. J'étais même pas à Toronto, j'étais à Oakville. Et puis après, j'ai trouvé je sais plus, sur Internet comme ça, une boîte de production qui cherchait quelqu'un. J'ai appliqué et pareil, une rencontre. Genre, autant peut-être à l'Alliance française, même si je me souviens de mes collègues et vraiment, s'ils m'écoutent, je leur dis bonjour. Extra, mais c'était vraiment un boulot d'appoint, quoi. Vraiment un boulot d'appoint. Déjà, dans la boîte de production, quand je suis allée faire l'entrevue, c'était déjà autre chose parce que c'est une petite boîte de production et puis j'allais en fait aider comment on dit, pas productrice, mais enfin si productrice sur certains contenus, mais administratrice en production peut-être, je sais plus. Chargée de prod, un truc comme ça. Ouais. En tout cas, j'allais l'aider en fait pour les tâches où elle avait plus le temps. Et donc pareil, là ça a été encore une fois des rencontres extra. Là, vraiment, pour moi, ça reste, je pense, une des plus belles expériences professionnelles que j'ai eues. Et c'était en anglais en plus? Non, c'était en français. Ah, et ça, c'était quelque chose d'important pour toi? Est-ce que tu voulais continuer de travailler en français ou pas? Ouais, c'est vrai, j'en parle même pas alors qu'on est à Toronto. Ouais, parce que Alliance française, boîte de prod francophone. Ok, l'Alliance française, c'est parce que j'avais peur. Ok, j'avais peur. Donc moi, déjà, j'ai dit, ok, je peux pas travailler... Je vais jamais aller dans un call center. Je panique, je peux pas répondre au téléphone, au secours. Et donc, je me suis dit, ok, je vais aller à l'Alliance française. Et en fait, c'est très drôle et vraiment une petite formation. En fait, les parents des élèves ne sont que anglophones. Donc, en fait, oui, tes collègues sont francophones, mais ton travail, il se passe en anglais. Ouais. Il se passe en anglais. Donc ça, c'était une bonne première formation. Mais après, la boîte, non, c'était une boîte francophone de production. Et donc c'était un petit peu le hasard, mais forcément j'étais plus à l'aise. Enfin, genre moi ça m'arrangeait, mais encore une fois là-bas ça a été une très belle expérience professionnelle, mais parce qu'elle était humaine avant tout, quoi. Genre extraordinaire, quoi. D'ailleurs, je pense que je suis en contact encore avec certains et certaines d'entre eux. Extra, quoi. Encore une fois, tu vois, c'est rencontrer les bonnes personnes. Moi, je me souviens que dans cette boîte, c'était beaucoup en fait de Canadiennes qui y travaillent. Puis il y a quand même quelques Français, surtout, peut-être d'autres nationalités aussi, mais pas mal de Français. Et il y a cet humour, ok, vous les Français, vous faites ça. Et c'était vraiment aussi dans la bienveillance. Ça a été, je pense, pour moi, une période où je me suis sentie... ça a commencé mon intégration, où, ok, là, je suis expatriée, puis je viens avec ma culture, ma nationalité, mes clichés, et puis on va venir me confronter, mais on va m'accueillir. On va vraiment m'accueillir. Là, vraiment, c'est pour ça aussi que ça restera toujours marqué pour moi. C'est vraiment, je me suis sentie vraiment accueillie. Et c'était extraordinaire. Et puis il y a eu la Covid. Et donc, voilà, on a arrêté. Enfin bref, c'était la fin de mon contrat. Et donc, moi, vraiment, début de Covid, fin de contrat, et voilà. Et là, Vladadam. Et là, plus rien. Et d'un côté, c'était un moment pas franchement triste, parce que tellement suspendu. Genre, tout le monde se regarde en mode... Ça va durer 15 jours, 3 semaines, un mois. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est ça. Il y avait un truc, ok, il y avait un truc presque un peu expérimental, un peu fun. J'ai expérimenté comme tout le monde, faire du pain horrible. Moi aussi, j'ai fait ça. Voilà.
Oh ben j'ai jamais autant cuisiné, hein, ça c'est sûr. Me promener en long et en large dans Toronto, ça c'est sûr. Dans Toronto vide aussi. Moi, je me rappelle de Ouais. faire des marches et de me dire, profites-en, marche au milieu de la route. Il n'y a personne. Des fois, il n'y avait pas un chat. Et je me rappelle des fois, le soir, il faisait un peu nuit et tout. Et je marchais au plein milieu de la route et il n'y avait personne. Et pour ceux qui connaissent un peu le centre-ville de Toronto, genre, il y a toujours plein de trafic. Il y a toujours des voitures, des taxis, des machins. Enfin, il y a toujours du monde. Et là, c'était genre paisible. Et en fait, je me disais, mais c'est un moment, comme tu dis, suspendu dans le temps. En fait, ça n'arrive Ouais. jamais, ça. Donc, profite. Et même si c'était bizarre et qu'au début, on n'avait pas de masse, moi, j'avais fait des genres de trucs avec du sopalin plié en origami bizarre, avec 2 élastiques que je mettais dans mes oreilles et tout. Enfin, tu sais, je sortais avec vraiment avec une dégaine impossible. Mais je trouvais que c'était cool, justement, de faire ça, en fait. De faire des trucs que tu n'as pas le temps de faire dans la vie de tous les Oui, jours, oui, quoi. c'était vraiment ça mon expérience. Et donc, ouais, c'est ça, c'était très expérimental. J'en ai pas souffert. Ça a été un moment où, par exemple, c'est drôle, hein, mais moi, en tant qu'expatriée, j'ai eu l'impression de me rapprocher de ma famille. Énormément. D'un seul coup, tout le monde a bien voulu installer WhatsApp sur son téléphone. Il y avait du D'un temps seul aussi. coup, on a eu un groupe de famille où on s'appelait. J'ai tellement de captures d'écran avec tout le monde. D'un seul coup, les gars dans ma famille, bon, je sais pas pourquoi la Covid a fait ça, mais ils se laissaient pousser la barbe et les cheveux, genre, alors qu'ils pouvaient bien le faire chez eux. Et donc, c'est très, très drôle. C'était un moment vraiment de connexion, De reconnexion, de en fait. reconnexion, de reconnexion. Très, très intéressant. Et c'est ça. Puis j'étais donc au chômage. Et un jour, Shala Barami, qui est la directrice de voix visuelle à Ottawa, m'a appelée en me disant « Ok, le centre d'artistes francophones à Toronto, l'équipe s'en va. Il n'y a plus personne là. Ils vont chercher des gens, donc applique. » Oh, wow, ok. Ça faisait longtemps que je connaissais le labo. Enfin, que je connaissais. Oui, que je suivais leur actualité. Mais de loin. De loin, j'y étais déjà allée Ah, t'avais pour déjà été faire quand du même. bénévolat, mais il n'y avait pas de besoin à l'époque, donc j'étais juste restée à distance, mais je regardais. Et oui, le jour, en 2015, la première fois où j'ai mis les pieds à Toronto, justement, ce fameux jour, on était allé visiter le labo. Donc je me souviens, quoi, c'est vraiment mes premières expériences, c'est avec le labo, ce centre d'artistes. Et donc j'ai appliqué en me disant, bon, il n'y a personne, c'est vrai, j'ai déjà travaillé dans un centre d'artistes, allons-y, ça serait fou, c'est en plein centre-ville, ça serait fou, quoi. Ok, et puis j'ai fait l'entretien, et puis j'ai été prise, puis je pense que j'ai mis longtemps, enfin longtemps, je sais pas quoi, il y a eu un décalage où quand j'ai compris que j'étais prise à la direction, et j'étais ah ouais, je vais être directrice générale. Ah ouais, ben, j'ai 29 ans moi, ok. Ok. Et c'était absolument dingue. Ça reste absolument dingue comme expérience, je sais, mais c'est à peine croyable en fait que ça vienne si jeune. Si jeune. Ça fait peur. Ça fait peur aussi. Et justement, maintenant que... Parce que malheureusement, l'heure, elle passe très très vite et on est déjà quasiment à la fin. C'est quoi un peu tes plus beaux souvenirs là avec le labo? Bon, parce que cet été, ça va faire déjà 3 ans que tu es à la Oui. tête. Parce que j'ai fait mes petites recherches et tu as été engagée en tant que directrice générale du labo en juillet 2020. Oui. Donc ouais, juillet cette année, ça fera 3 ans déjà. Quelles sont un petit peu les choses sur lesquelles tu as travaillé, qui t'ont passionné, les moments un peu forts, un petit peu les highlights, comme on dit, de ces 3 années déjà passées au labo? Ouais. Ouais, il y a plein de choses à raconter. Il y a plein de choses, Où est-ce forcément. que je pourrais commencer? C'est de déjà passer au travers de la Covid, hein, ça a été quelque chose comme pour tous les organismes. Ça a été quelque chose de très intéressant dans le sens où ça forge une expérience. On peut pas... on ne savait pas où on allait, il n'y avait pas vraiment de guide, donc ok, on y va. Et puis je pense qu'avec le recul, on s'en est pas trop mal sorti. Donc ça, c'est bien. La chose que je suis très très heureuse au labo, c'est d'avoir pris le temps justement pendant la Covid, parce qu'on en avait du temps,
de se dire, ok, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser un peu, justement, redéfinir bien notre mission. Qu'est-ce qu'on veut? Justement, une vision. Et quelque chose qui m'avait vraiment étonnée, maintenant avec le recul, je peux le dire, au tout début, en juillet 2020, des journalistes me demandent des entrevues comme ça, et c'est quoi ta vision du labo? Puis aujourd'hui, là, j'ai envie de dire, mais vous pouvez pas demander ça à quelqu'un qui vient d'arriver, en fait. Parce que la personne, elle connaît pas assez. Et justement, moi, au bout de 3 ans, là, ça y est, j'ai du plaisir à dire oui, je pense que ça y est, j'ai une vision qui n'arrête pas d'être déconstruite, reconstruite. Hein. Non, parce qu'une vision, c'est censé être pas un truc fixe non plus, ça peut bouger en fonction de plein de trucs. Puis je pense que la Covid nous a apporté ce truc de se dire rien n'est réellement figé dans le temps. Il faut savoir être prêt à bouger certaines lignes et s'adapter en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense que là, ce dont je suis très très heureuse, c'est vraiment de re-questionner aussi la question de productivité, la question de résultats. Quand on est financé par les fonds publics, c'est sûr qu'on nous demande ça. Et en fait, on s'appelle le labo. On est un laboratoire, on expérimente. Et donc, les résultats ne peuvent pas être garantis, loin de là. Et justement, je pense que maintenant, je suis très très confortable et je défends vraiment l'idée qu'on est un laboratoire d'art, qu'on est là pour expérimenter et donc de donner l'opportunité aux artistes en art médiatique, en art visuel, de vraiment venir tester. Ok. Et donc, ma relation, et ça va dépendre de chaque direction hein, au labo et dans d'autres centres d'artistes, mais c'est vrai que je pense que ma vision, mon cœur va vraiment pencher aussi avec les artistes, en fait, leur donner les outils, ce dont ils ont besoin, essayer vraiment de répondre à leurs besoins au moment où ils sont dans leur carrière. Il y a des artistes émergents, il y a des artistes établis. Comment le labo peut répondre à leurs besoins? Et encore une fois, quand je dis re-questionner cette productivité, c'est re-questionner le temps, de ne pas être tout le temps à la course, c'est hyper compliqué. Mais il y a peu de temps, là, ça y est, maintenant on dit que le labo se met en jachère. Et donc, on veut dire par là, en fait, que en fait, on est un terrain. C'est quoi? On va prendre plus le temps. On ne va pas faire des événements toutes les semaines, tous les 15 jours. Parce qu'en fait, on est 2 êtres humains derrière, à mi-temps, parce que justement, on n'a pas toujours les fonds qu'on veut, qu'on ne peut même pas être à temps plein. Eh ben alors, on va prendre le temps et en fait, il y a quelque chose de beau. C'est aussi très contre-courant. Oui et non, parce qu'il y a un truc, on parle beaucoup de la décroissance aujourd'hui. Alors, c'est bien, on en parle beaucoup, hein, mais dans les faits, par contre, on ne la voit pas. Par contre, en parler. Maintenant, j'essaye, là, vraiment, depuis, je dirais, là, janvier, de mettre en place vraiment ça. Donc, de donner des résidences longues aux artistes et puis en leur disant... Si tu veux venir, si tu veux pas venir les 5 jours, 7 jours, c'est ok en fait. Genre vraiment, c'est ton temps, ton rythme. Et vraiment aller avec un rythme qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus respectueux pour nous-mêmes en fait. On ne peut pas être sans cesse sous information, sans cesse étant nourri. C'est pas possible. À un moment donné, il faut digérer. C'est bien de se nourrir, mais à un moment donné, il faut digérer et on apprécie comme un bon repas. Aujourd'hui, j'en parlais avec notre stagiaire Ophélie qui avait cet exemple vraiment très pertinent. Quand tu as mangé un très bon repas et que parfois tu as même un peu abusé, après tu as toujours, ok, tu restes. Et tu as besoin de souffler, juste d'être posé. Eh ben, c'est ce temps-là que j'ai envie de valoriser, vraiment au labo. Donc ça, je ne sais pas si c'est ma plus grande fierté, mais c'est ma plus grande fierté d'y aller en tout cas. Parce que pour l'instant, je ne sais pas où ça va. Mais d'y aller et d'avoir, je crois, dans la communauté artistique, des oreilles qui écoutent vraiment ça. Et puis, c'est aussi d'avoir une équipe maintenant, je pense, qui est vraiment très d'accord avec ça et qui a envie de soutenir. Et puis, de questionner toujours les marges, ne pas rester dans sa zone de confort et d'être un laboratoire. C'est ça. Et justement, pour terminer un petit peu cette interview, puis on clôturera avec une chanson. Tu m'en as donné 2, enfin, pour finir cette interview. Il y avait Brigitte Mabenz
et Polar de Tilassine. Donc, je vais te laisser choisir celle que tu voudras pour conclure cette interview. Mais avant qu'on se quitte, Diana, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement quels sont les prochains grands rendez-vous avec le labo? Où est-ce qu'on vous retrouve? Comment les auditeurs de Choc FM 105.1 ils peuvent vous suivre? Commenter un peu ce qui se fait, participer même s'il y a besoin. Tu parlais de quand toi tu avais été à Toronto, il n'y avait pas de besoin en bénévole, mais est-ce que vous maintenant vous en avez besoin? Bref, parle-nous-en un petit peu plus de tous ces projets qui sont à venir. Oui, donc le meilleur moyen de savoir ce qu'on fait au labo, vraiment, c'est d'aller sur notre site web, www.lelabo.ca, et de vous inscrire à la newsletter. On envoie une newsletter par mois, et puis c'est vraiment à peu près toujours aux mêmes dates, et ça annonce ce qu'on va faire dans le mois. Un des prochains rendez-vous publics, ça va être le 11 mai. On accueille 2 artistes en résidence qui vont justement ouvrir le studio du labo et parler de leur travail, de leur expérience là, où ils ont 3 semaines de réflexion. En juin aussi, on va travailler avec le festival Images qui est en ce moment, mais qui a aussi un programme plus étendu. Images, là, je crois que ça se termine cette semaine. Mais au mois de juin, on va accueillir une œuvre d'art d'une artiste québécoise. Donc, vous pourrez venir ça. Vous verrez plus d'infos tout bientôt. Au mois de juillet, on espère aussi vous retrouver au Toronto Art Outdoor Fair. Ou peut-être que je l'ai dit à l'envers, je ne sais plus, mais la grande foire d'art qui est à Nathan Phillips Square, où depuis l'an dernier, on fait en fait une sorte de visite, une visite guidée en français des artistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et je pense de très pertinent pour les gens qui ont envie d'aller se promener en français. Et on va aller parler aux artistes qui sont francophones, mais pas que, on peut s'arrêter à tout stand. Et puis notre Instagram est vraiment un lieu où on essaye d'être vraiment très à jour. On fait beaucoup de zoom sur les artistes de la communauté, donc pour apprendre à connaître les artistes francophones de Toronto, je vous invite vraiment à nous suivre sur Instagram ou sur Facebook d'ailleurs. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à connaître justement des artistes qui travaillent la vidéo, d'autres la photographie, d'autres le son, et puis tout ce qui va être interdisciplinaire. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ok, et ben c'est parfait. Il faut suivre le labo sur leur réseau et vous abonner à la newsletter, l'infolettre en bon français. Pour se quitter, Diana, vu que ça y est, malheureusement, cette heure touche... déjà à sa fin, je le dis toujours, quand on s'amuse, ça passe bien vite. Qu'est-ce que tu préfères du coup, Tilassine Polar ou Brigitte Mabens? Je vais choisir Tilassine Polar parce que c'est pour moi vraiment les grands espaces. Et puis, et voilà, pour quelqu'un qui a fait de la géographie, l'espace, c'est très important et cette musique, elle est incroyable. Eh ben, on va la faire découvrir aux auditeurs de Choc FM 105.1. En tout cas, grand merci à toi, Diana Ouvrard, pour ce bel entretien. C'est vraiment un plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. C'était Nathalie Salmeron dans Plus proche de vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Au revoir, Diana. Salut. J'ai coupé les micros, on peut parler, je vais garder quelques images comme ça, même si tu parles dans le vide, comme ça fera des petites images de... C'est bien là, pas mal. J'aimerais écouter Tilassine aussi. Ah ouais, comme ça. Ouais, j'ai de la chance qu'il soit français, hein, parce que j'adore ce qu'il fait. Ben, là en plus c'est très Canada là pour le coup, c'est plein de neige, le clip là.